Des plaines herbeuses qui s'étendent à perte de vue. On retrouve ce type de paysage de la légendaire savane africaine aux steppes buissonnantes d'Europe et d'Asie centrale. La pluie y est à la fois trop rare pour qu'une forêt se développe et trop fréquente pour que l'on puisse parler de désert. Depuis d'innombrables années, les animaux vivent ici en harmonie avec la nature. Ces immenses plaines leur offrent une liberté de mouvement infinie. Mais aujourd'hui, leurs techniques de survie sont mises à rude épreuve. Le climat change. Comment les animaux y réagissent-ils? Trouvent-ils les moyens de s'adapter? Dans ces vastes plaines, la vie repose sur la pluie. C'est elle seule qui fait pousser l'herbe fraîche et régit le cycle de la nature. Mais ces dernières décennies, la température augmente et les habitants de la savane en pâtissent. Le réchauffement de la planète est engagé. Les calottes polaires et les glaciers fondent. Le niveau de la mer monte. Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Les animaux doivent donc adapter leurs techniques pour trouver de l'eau. Nous irons dans les steppes d'Espagne, à la rencontre du félin le plus rare du monde. Et au Kenya, pour suivre les éléphants dans leur quête de nourriture et observer les lions pour mieux comprendre l'influence de la pluie sur leur comportement alimentaire. La savane de l'Afrique de l'Est. Ici, une loi fondamentale dicte l'équilibre naturel. Chasser ou être chassé. Et celui qui règne en maître sur le royaume des animaux, c'est le lion. Les lions chassent le plus souvent de nuit. Au petit matin, ils cherchent un endroit où dormir. Ce sont les seuls félins qui ne vivent pas en solitaire, mais en groupes familiaux étroitement soudés. Dixon Kaelo travaille au sein de l'Institut international de recherche sur le bétail, une organisation qui encourage l'élevage pour lutter contre la pauvreté. Son métier l'amène à observer de près le comportement des lions. Il y a 2 lionnes dans les buissons. Elles sont descendues des collines pour trouver un endroit ombragé pour dormir. C'est l'endroit idéal pour être tranquille. Il y a de fortes chances qu'elles aient toujours vécu ensemble. Elles ont l'air très proches. Le lion est un animal magnifique. Il est d'une beauté renversante et j'admire son courage. Ici, on considère le lion comme le roi des animaux et on le compare aux Morans, qui sont nos guerriers, ceux qui assurent la protection de la communauté. Pour nous, les lions sont ceux qui protègent tous les autres animaux. Et par conséquent, ils constituent l'espèce la plus importante. Les lions sont le dernier maillon de la chaîne alimentaire, et la savane leur offre une profusion de nourriture. La vie dépend ici entièrement de la pluie. Puisqu'elle fait pousser l'herbe, elle permet donc aux animaux de manger. Si le régime des précipitations change, tout l'ordre de la savane est remis en question.
La vie des lions est dictée par leur environnement. Les accouplements et les naissances se font à la période la plus propice de l'année, quand ils ont le maximum de proies à leur disposition. Tous les ans, des centaines de milliers de gnous accomplissent leur légendaire migration à travers les steppes de l'Afrique de l'Est. Ils vont là où il y a le plus d'herbe, en faisant un aller-retour entre les plaines du Serengeti et le parc du Masai Mara. C'est le plus grand mouvement migratoire du monde. Et les lions qui vivent sur ce parcours savent que l'attente sera payante. Même s'ils ne réussissent leur attaque qu'une fois sur 5 en moyenne. Bien que ce soit les femelles qui se chargent de la chasse, les mâles sont les premiers à se servir quand elles rapportent leur butin. D'où l'expression « se tailler la part du lion ». Un lion peut manger jusqu'à 30 kg de viande en un repas, et parfois plus. Il y a maintenant une dizaine d'années que je travaille ici. Et j'ai pu constater un certain nombre de modifications en ce qui concerne les précipitations surtout, mais aussi au niveau des températures. Normalement, il y a 2 saisons des pluies dans cette région, mais ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Les choses ne sont plus aussi bien réglées qu'avant. Les saisons continuent, mais avec des décalages ou des périodes de pluie qui ne durent que quelques jours, mais où les averses sont diluviennes. Et les personnes âgées qui vivent ici depuis bien plus longtemps que moi disent qu'elles voient des choses qu'elles n'avaient jamais vues auparavant. Cette année, les gnous sont arrivés au Kenya plus tard que d'habitude. Et par conséquent, leur départ est décalé d'autant. En temps normal, ils devraient déjà être repartis. Mais puisque l'herbe est verte, ils en profitent pour rester plus longtemps. Pour les lions, le problème est que les décalages se produisent au moment où ils ont le plus besoin de nourriture. Les lions qui vivent dans le parc du Masai Mara, ici dans le sud du Kenya, dépendent énormément de la migration des gnous. Même leurs bains sont synchronisés avec leur passage. Leur plus grande période de chasse se situe pendant la migration. À ce moment-là, environ 80% de ce qu'ils mangent provient des troupeaux de gnous. Ils ont donc une importance capitale pour la survie des lions. Si le rythme des migrations change, les répercussions seront considérables pour les lionceaux. Toute la vie de la savane tourne autour de l'équilibre de sa chaîne alimentaire. Et son premier maillon, c'est l'herbe. Si les saisons des pluies raccourcissent, les grands carnivores comme les lions risquent de mourir de faim. Et les lions ne sont pas les seuls à être confrontés à un tel danger. Dans tous les pays, sur tous les continents, la vie des animaux subit des transformations. Dans le sud de l'Espagne, les buissons des steppes sablonneuses dissimulent l'espèce de félin la plus menacée au monde. Le lynx pardel, appelé aussi lynx d'Espagne. Son pelage tacheté, comme celui d'un léopard, lui sert de camouflage quand il se tapit dans l'herbe, prêt à l'attaque. Il y a une centaine d'années, les lynx pardels étaient encore très nombreux en Espagne et au Portugal. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'environ 150 à l'état sauvage, dont une grande partie ici, dans le parc national de Doñana. Luis Suarez est sur la piste de l'un d'entre eux.
Ces traces sont celles d'un lynx pardel. On les reconnaît tout de suite car elles sont totalement différentes de celles des autres animaux de la région. On voit 4 doigts. Les empreintes sont simples et moins larges que celles d'autres animaux. Et il n'y a aucune trace de griffe, contrairement aux empreintes de blaireaux par exemple. Vu la taille de cette empreinte, qui est assez petite, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un jeune. C'est un signal capital pour nous, car c'est la preuve que les lynx se reproduisent, ce qui est une très bonne nouvelle. Bien que le parc soit un endroit très sécurisé pour les lynx, il n'en compte plus que 20 à 25. Nous sommes ici à l'extrémité du parc, dans la partie qui s'appelle le Coto del Rey, et qui est le meilleur endroit pour les lynx. C'est la zone où ils viennent le plus se reproduire, le territoire qui leur est le plus favorable. Le reste des terres, qui est essentiellement constitué de marais, n'est pas leur habitat de prédilection. Ils trouvent ici la végétation qui leur convient et une grande quantité de lapins qui sont essentiels pour la survie de l'espèce. Le lynx pardel se nourrit exclusivement de viande, de lapins de préférence. Pour manger à sa faim, il doit en trouver un par jour. Or, pour qu'il y ait des lapins, il faut de l'herbe. Et ici, s'il y en a, c'est parce qu'il y a de l'eau. Sur cette côte aride du sud de l'Espagne, le parc de Doñana est une oasis de marais qui se gorge d'eau avec les pluies d'hiver et de printemps. Tout cela constitue de parfaits garde-manger pour les lapins et le terrain de chasse idéal pour les lynx. Mais récemment, les lapins ont été décimés par des maladies et les lynx sont menacés de disparition. Le bouleversement climatique aggrave encore leur situation. Et l'Espagne est l'un des pays d'Europe les plus vulnérables en la matière. Même si on n'est pas un expert en la matière, tout le monde constate des signes de changement climatique. En Espagne et dans tout le bassin méditerranéen, par exemple, l'automne est normalement une saison pluvieuse. C'est la période de l'année où la végétation est très verte. Or, depuis quelques années, on constate que les jours de pluie diminuent de plus en plus, alors que les périodes sèches et ensoleillées, comme aujourd'hui, durent plus longtemps dans la saison. C'est un changement qui affecte profondément le rythme de la végétation et par conséquent celui des animaux. Et d'année en année, on constate qu'il est de plus en plus marqué. L'agriculture et le tourisme prélèvent déjà une grande quantité d'eau aux dépens du parc. Les animaux doivent faire avec le peu qui reste. L'Espagne connaît aujourd'hui les pires sécheresses de ces 50 dernières années. Les températures accusent une nette augmentation, surtout en été. Et le phénomène va se poursuivre. D'ici la fin du XXIe siècle, les étés risquent de gagner encore quelques degrés, tandis que les pluies vont fortement diminuer. Si ces prévisions se confirment, la raréfaction de l'eau va entraîner la disparition de l'herbe et donc des lapins. Et sans lapins, les lynx vont aussi disparaître. Dans un premier temps, ils vont arrêter de se reproduire faute de nourriture. Et dans un second temps, faute de petits, ils vont tout simplement disparaître. La population du parc va s'éteindre. La planète entière se réchauffe. Les régions herbeuses vont changer radicalement. Quittons l'Andalousie pour traverser l'Afrique et retrouver les vastes savanes du Kenya. Dans cette région, il pleut juste assez pour que tous les animaux mangent à leur faim. Les éléphants d'Afrique se déplacent généralement en famille.
Les femelles parcourent l'immensité de la savane avec leurs petits. Les pachydermes passent ainsi la majeure partie de leur vie à chercher de l'eau et de la nourriture. Léonard Simet vit ici depuis toujours et travaille pour le WWF. Il s'occupe quotidiennement des éléphants. Il n'est pas rare qu'en se rendant à son bureau, il en croise tout un troupeau sur sa route. C'est un groupe d'environ 5 éléphants qui est conduit par la matriarche, la femelle la plus âgée. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs petits. Ils se préparent à partir pour trouver de l'eau. En général, ils vont au sommet de la colline, là-bas, où ils en trouvent facilement. Par expérience, ils savent où se trouvent les endroits où ils peuvent satisfaire leurs besoins considérables en eau et en nourriture. Exclusivement herbivores, les éléphants passent 17 heures par jour à manger jusqu'à 200 kg d'herbe et de feuillage. Et il leur faut chaque jour 70 à 150 litres d'eau. Cet appétit colossal les rend plus vulnérables que d'autres au changement climatique. Dans l'est de l'Afrique, les pluies sont étroitement liées à la température de la mer et à la circulation des courants océaniques. Deux paramètres également affectés par le changement climatique. Les éléphants ont un atout pour se défendre, leur mémoire proverbiale. Ils se transmettent leurs secrets de génération en génération. Quand un éléphant survit à une sécheresse, il a toutes les chances d'en traverser une deuxième sans encombre. Il conduira son troupeau là où il sait qu'il y a de l'eau et de la nourriture. Les éléphants ne sont pas les seuls à affectionner cette partie du Kenya qui s'appelle le Transmara. Car même pendant les périodes sèches, on y trouve davantage d'eau qu'ailleurs. C'est pour la même raison que les paysans s'installent ici. Mais le problème est que les cultures se trouvent au beau milieu des passages qu'empruntent les pachydermes. Ayant alors le choix entre des plantes savoureuses et bien juteuses et de l'herbe sèche comme de la paille, les éléphants n'hésitent pas. En l'espace d'une seule nuit, un éléphant peut réduire à néant la récolte de maïs qui permettrait à une famille de vivre toute une année. Il y a toute une série d'empreintes qui montrent clairement que des éléphants sont venus ici, d'autant qu'ils ont laissé leurs excréments. Comme vous pouvez le constater, les bouses sont encore fraîches. Il n'y a donc pas longtemps que les éléphants étaient là. Et comme vous pouvez le voir, ils ont écrasé les maïs. Mais la propriétaire de ce champ a eu de la chance. Son maïs est encore trop jeune pour porter les épis dont raffolent les éléphants. Ces petits agriculteurs ne peuvent pas se permettre de perdre une récolte. Et au Kenya, malheureusement, les éléphants sont encore tués en grand nombre. Les pachydermes sont aussi bien chassés par des braconniers qu'abattus par les paysans parce qu'ils dévastent leur culture, ou encore traqués pour leur ivoire. L'énorme crâne d'un éléphant. L'animal est mort à l'endroit où il s'est effondré, tué par une flèche empoisonnée. L'exemple des éléphants montre que la rivalité entre hommes et animaux pour l'eau et la nourriture peut se terminer de façon tragique. Mais dans un monde où le climat se modifie à grande vitesse, les éléphants ne sont pas les seuls animaux de la savane à en souffrir. Une grande partie de la faune doit faire face à de nouvelles conditions de vie.
raison de la variation des pluies saisonnières, les troupeaux de gnous arrivent et repartent d'ici plus tard dans l'année. Les lions qui attendent leur passage souffrent de la faim. Autrefois, ces grands félins peuplaient aussi bien l'Europe que l'Asie et l'Afrique. En Asie, il n'en reste aujourd'hui qu'un petit nombre. Et en Afrique, ils ne survivraient pas sans l'existence de réserves et de parcs nationaux comme celui-ci. On trouve ici l'une des plus grandes populations de lions de toute l'Afrique. Il y en a environ 4 à 500 dans la réserve et ses alentours. Les territoires des lions sont très délimités. Chacun a un domaine d'environ 25 km², mais la plupart du temps, ils restent dans un périmètre d'une dizaine de kilomètres carrés. Certains vivent en nomades, mais rares sont les lions qui suivent les gnous en permanence. Ces derniers effectuent en effet près de 1500 km au cours de leur migration. Les lions préfèrent rester à proximité de leur territoire et de leur famille. Mais il leur faut néanmoins trouver de quoi manger. Et si leur environnement naturel ne leur apporte pas ce dont ils ont besoin, ils cherchent ailleurs. Faute de gnous, ils se rabattent sur les troupeaux des Maasai. La région est parsemée de cases rondes qui forment ce que l'on appelle ici des bomas, à la fois maisons d'habitation et fermes. Dans la plupart des cas, quand un lion attaque un troupeau, les Maasai le tuent en guise de représailles. Les lions sont donc les victimes d'un cercle vicieux. Sans pluie, les gnous ne viennent pas. La faim pousse alors les lions à attaquer le bétail et ils deviennent finalement les ennemis de l'homme. Je suis né dans cette région et j'ai vu beaucoup de gens tuer des lions. C'est un immense gâchis car la plupart des gens ne savent pas qu'il en reste si peu. Si ce groupe se déplace vers l'est, par exemple, les gens là-bas vont dire qu'ils ont vu des lions. Mais après, si le même groupe descend vers le sud, les gens auront l'impression qu'il y a beaucoup de lions dans le coin, alors qu'en fait, ils sont peu nombreux. Et à chaque fois qu'il y en a un tué, c'est vraiment une perte énorme. Quand j'ai commencé à travailler ici, il y a 10 ans, il y avait beaucoup de lions. Aujourd'hui, on peut compter sur les doigts de la main les quelques groupes qui y vivent. Ils sont si peu nombreux. Pour survivre, les lions se mettent donc en danger de mort. À l'heure actuelle, les Maasai tuent chaque année 2 à 3 lions. Mais Dixon redoute que ce nombre augmente. D'après les estimations, la moyenne des températures en Afrique de l'Est pourrait augmenter de 3 à 4 degrés. Les prévisions sur les pluies sont plus difficiles. Certains avancent contre toute attente qu'elles pourraient nettement augmenter avec des conséquences imprévisibles. Dixon se rend dans un village où un même lion a attaqué 3 bovins en l'espace de 15 jours. La 3e fois, les habitants du village l'ont tué. Un tel exploit renforce la valeur d'un guerrier Maasai. Ce jour-là, le lion est entré dans leur boma au cours de la nuit et ils l'ont tué. La famille et tous les voisins étaient très soulagés que le lion ait été tué. Ils ne dormaient plus la nuit, car ils surveillaient le bétail et ils en avaient assez de perdre des bêtes. Il est conscient que dans les alentours, d'autres familles ont de sérieux problèmes. Et il s'estime chanceux de n'avoir perdu que 3 vaches au cours de ces 2 dernières années. Les lions ont besoin de nourriture et les Maasai de leurs chèvres et de leurs bovins. Un conflit que nous avons également connu sous nos latitudes, avec pour conséquence la disparition totale des ours, des lynx et des loups. Dixon travaille avec les Maasai pour sauver les lions qu'il aime tant. Il parle avec les anciens pour les convaincre de mettre des cloches au cou des bovins.
Les lions reconnaissent ainsi que les animaux appartiennent aux hommes. Et comme ils le savent, les hommes peuvent se montrer dangereux. La solution la plus simple reste toutefois d'empêcher les lions d'approcher le bétail en installant de solides clôtures. Au coucher du soleil, les éleveurs vont chercher les bêtes dans la savane pour les ramener au village. Dans le boma, derrière leurs barrières de branches épineuses, elles sont en sécurité. Sans la concurrence des hommes, la vie dans la savane était bien plus facile pour les grands félins. Et voici que maintenant s'ajoute le changement climatique et toutes ses répercussions. La protection des animaux est ma passion. Je peux passer des heures à regarder les animaux. Et c'est un bonheur pour moi de contempler la nature intacte. Je connais les grandes villes et je sais comment l'homme peut dégrader l'environnement. Nous avons la chance ici de vivre dans un endroit comme il en existe très peu dans le monde. Et je considère qu'il est de mon devoir, à mon modeste niveau, d'apporter ma contribution pour essayer de protéger cette région pour les générations à venir. À près de 6000 km au nord-ouest du parc du Masai Mara, dans la chaleur de la pointe sud de l'Espagne, le lynx pardel, l'un des plus petits des grands félins, est également confronté à des perturbations climatiques. Dans cette partie de l'Andalousie, le temps devient de plus en plus chaud et sec. Faute de pluie suffisante, l'herbe est moins abondante. Cette brousse sablonneuse pourrait rapidement se transformer en désert. Le lynx est déjà au bord de l'extinction. De plus, les lapins qui constituent l'essentiel de son alimentation ont été décimés par des maladies. La sécheresse menace maintenant de signer l'arrêt de mort des deux espèces. Il y a quelques années, un centre d'élevage a été organisé en bordure du parc. Les lynx y sont placés sous surveillance 24 heures sur 24. Astrid Vargas est la responsable de ce projet. Son objectif est de conduire des bébés lynx à l'âge adulte pour les réintroduire dans la nature. Elle teste ici les talents de chasseuse d'une femelle. C'est une femelle qui est née en 2004 dans le parc. Elle a été capturée dans la nature et elle est arrivée ici toute petite. Elle aura 4 ans au mois de mars. Elle l'a attrapée. Là, elle est en train de lui briser les vertèbres, même si le lapin est déjà mort. C'est un bon réflexe de garder le lapin dans la gueule, de ne pas le poser par terre. Ça évite qu'un autre animal vienne le lui prendre. Ce n'est pourtant pas pour apprendre à chasser que les lynx sont ici. Les 20 félins sont là pour faire des petits. Le centre est une sorte de pouponnière. Jusqu'à présent, on n'avait jamais réussi à faire se reproduire cette espèce de lynx en captivité. Les premiers petits sont nés en 2005. De nombreux autres ont suivi. Et cette année, Astrid va remettre ses premiers pensionnaires en liberté. Mais il leur faut un territoire.
Nous menons également diverses recherches sur la physiologie de leur reproduction ou les maladies qui les affectent, ce qui est pratiquement impossible à observer dans la nature. En les étudiant en captivité, nous pouvons mieux les protéger dans la nature. Notre travail est donc une action d'urgence pour produire des lynx et les réintroduire dans leur milieu naturel. Mais pour qu'ils fonctionnent, il faut protéger leur habitat. Et c'est beaucoup plus difficile que de les élever en captivité. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas du tout. Le parc de Doñana est une réserve très entretenue. L'endroit idéal pour les lynx. L'écosystème a été restauré et la population de lapins reconstituée. Mais ces mesures ne protègent pas les félins des effets du changement climatique. Il est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Il y a de fortes probabilités pour que le niveau de la mer augmente. Mais le parc de Doñana est déjà très riche en eau. Les dunes fonctionnent comme des éponges qui retiennent l'eau. Et il y a aussi de grandes zones de marais. Comment cet environnement va réagir? Je ne sais pas. Mais les répercussions seront certainement considérables pour les lynx. Avec l'augmentation des températures, l'évaporation de l'eau va s'intensifier et entraîner une diminution des réserves d'eau douce dans les marais et la brousse. Les lapins trouveront donc moins à manger et par conséquent, les lynx aussi. Par nécessité, ils se rabattront peut-être sur les colonies d'oiseaux qui peuplent les marais. Mais que se passera-t-il si les marais s'assèchent? Une solution pour survivre serait de partir. Si la chaleur devient insupportable dans le parc de Doñana, les lynx pourraient simplement remonter plus au nord, là où il y a de la pluie, de l'herbe et des lapins. Le problème est que les lynx sont pris en étau. Au sud, le parc est limité par la mer. Et à l'est, par la ville de Séville. En outre, la région fait place à de nombreuses plages et exploitations agricoles. Elle est aussi quadrillée de routes, dont certaines traversent même le parc. Malgré les clôtures de protection, c'est un danger mortel pour les lynx. On est juste à côté de la route nationale qui relie El Rocío et Séville, la capitale régionale, avec les plages de Matalascañas. C'est la principale route qui traverse le parc et le coupe en deux parties. Beaucoup de lynx se font écraser sur cette route. La circulation est importante et les véhicules roulent généralement très vite. Mais les lynx la traversent car leur territoire s'étend de part et d'autre de la route. Pour essayer de les protéger, on a construit des tunnels comme celui-ci que vous voyez là. Le problème est qu'ils ne sont pas efficaces à 100%. Certains animaux s'y sont adaptés, mais d'autres continuent de préférer sauter le grillage. Et en dehors du parc, les routes sont encore plus importantes et la circulation plus rapide. Il ne reste aux lynx qu'une mince marge de manœuvre. À terme, ils risquent d'être isolés sur leur îlot et de ne plus y trouver de nourriture. Quand je vois des lynx dans la nature, je suis toujours impressionnée de voir qu'ils réussissent à survivre malgré toutes les pressions auxquelles ils doivent faire face. Ma réaction n'est pas la même devant ceux qui sont en captivité. Je les adore, mais ce n'est pas la même chose que de voir un animal dans son milieu naturel, un animal sauvage. Bien à l'abri dans le centre d'élevage, les lynx ont à leur disposition tout ce dont ils ont besoin, y compris des tanières qu'on leur confectionne amoureusement. La multiplication de leur population augmente les chances de survie de l'espèce. Mais encore faut-il qu'ils aient un territoire. La protection du lynx pardel est vraiment capitale. C'est une sorte de symbole de la biosphère du bassin méditerranéen. Il est l'un des principaux prédateurs de la faune de Méditerranée. C'est une espèce parfaitement adaptée à ce milieu.
Je n'aime pas penser que le lynx pardel risque de disparaître. Si cet animal, qui est l'un des derniers grands prédateurs d'Europe, était perdu, l'homme serait le responsable. On ne peut pas accepter ça. Mais le temps presse. Le centre d'élevage est certes une lueur d'espoir pour les lynx, mais l'homme va-t-il leur laisser une place dans la nature? Comme le lion d'Afrique, le lynx est un carnivore dont le destin est lié à celui de ses proies. Les sécheresses répétées sont synonymes de disparition de la végétation, des animaux qui s'en nourrissent et de la vie en général. Des milliers d'années durant, les animaux des quatre coins du monde ont vécu en accord avec la nature. Aujourd'hui, c'est devenu difficile pour certains d'entre eux. En raison de leur faible développement industriel, la plupart des pays africains émettent peu de gaz à effet de serre. Mais ils sont cependant sévèrement touchés par les conséquences du réchauffement climatique. De génération en génération, les éléphants se transmettent la connaissance des endroits où ils peuvent trouver de l'eau et de la nourriture. Mais la faim les pousse aussi vers les ressources immédiates qu'offrent les cultures. Et les pachydermes paient parfois de leur vie ces incursions sur les territoires des paysans. Les éléphants ont toujours effectué de grands déplacements à travers la savane. Ils peuvent parcourir une dizaine de kilomètres par jour. La concurrence qu'engendre la quête d'eau et de nourriture entraîne un afflux important sur leur route. De plus, les éléphants ne s'en prennent pas seulement aux cultures. Léonard Simay fait tout son possible pour les protéger. Mais quand ils attaquent directement les hommes, sa mission devient très difficile. L'homme revenait du marché et il faisait nuit quand il est arrivé dans son village. En chemin, il est tombé sur un groupe d'éléphants et l'un d'entre eux l'a attaqué au moment où il allait fermer la barrière du village. Avec ses défenses, l'éléphant l'a projeté en l'air à 2 reprises. Voilà la marque de la défense. L'éléphant l'a touché au ventre et la défense est ressortie de l'autre côté. La blessure était grave. Maintenant, quand il voit un éléphant, il le signale aux autres pour qu'ils s'éloignent de son chemin. Le dérèglement du climat ne peut qu'aggraver ce conflit entre les hommes et les éléphants. Moins d'eau, c'est aussi moins de nourriture et moins d'espace à partager. L'immense savane paraît brusquement trop petite. Mais Léonard et son équipe ont un plan. S'ils parviennent à empêcher les éléphants de piller les cultures, ce sera déjà une grande victoire. Il se rend chez des fermiers qui ont eu récemment des problèmes avec des éléphants. Faute d'avoir une très bonne vue, les pachydermes ont un sens du toucher très développé et un excellent odorat. Ils sont capables de sentir le maïs à 10 km à la ronde. Après plusieurs tests, Léonard et les fermiers ont trouvé une astuce qui exploite le flair des éléphants à leurs dépens. On fabrique une pâte avec des piments, de l'huile et du tabac. Le fermier est actuellement en train d'écraser les piments pour les mélanger avec de l'huile.
On a découvert que les éléphants n'aiment ni les piments ni le tabac. Et par conséquent, on en répand tout autour des cultures pour les repousser. Les clôtures ordinaires ne sont d'aucune utilité devant les éléphants. Ils les écrasent d'un simple coup de patte. En revanche, les cordes trempées dans ce mélange de piment et de tabac coûtent 3 fois rien et sont très efficaces. Dès qu'ils sentent l'odeur, les éléphants ont les yeux qui se mettent à pleurer et la trompe qui coule. Résultat, ils font un grand détour. Grâce à cette simple corde, les éléphants resteront à l'écart de la ferme. Léonard a également imaginé un système d'alerte. Salut David, tout va bien? Oui. Parfait. De là-haut, on a une vue sur tous les alentours. On peut repérer un éléphant de loin. Dès que la vigie voit un troupeau d'éléphants affamés s'approcher, elle donne l'alerte. Et tout le monde fait le plus de bruit possible pour leur faire peur. Ce que nous voyons là n'est qu'une démonstration. Mais le système fonctionne. Et dans plusieurs fermes, des hommes montent la garde dans des tours de guet comme celle-ci. Ils peuvent ainsi protéger leurs récoltes sans avoir à tuer des pachydermes. Ce n'est pas la première fois que la planète connaît un changement climatique. La différence est que cette fois, l'homme en est le principal responsable. D'innombrables années durant, les animaux se sont adaptés à tous les changements. Le changement climatique du XXIe siècle ne doit pas signer leur arrêt de mort. Demain, nous verrons comment les animaux des forêts du monde font face cas à cas au réchauffement climatique. Mais pour l'heure, découvrons Jérusalem à travers les perceptions de la journaliste Sophie Massieu, aveugle de naissance.